Beauté glacée des paysages polaires faits de bleu et de blanc, le Grand Nord est un territoire à part. L'Arctique est délimité par une ligne imaginaire qui passe à 66 degrés de latitude nord, le cercle polaire. Au nord de cette ligne, le soleil ne se couche pas au solstice d'été, le 21 juin, et il ne se lève pas au solstice d'hiver, le 21 décembre. À l'intérieur du cercle, les milieux naturels sont variés, mais ils ont tous un point commun, la glace. La faune arctique est d'une richesse fabuleuse. Tous ces animaux ont su s'adapter à des conditions climatiques extrêmes. Le cercle polaire trace une ligne magique autour d'un monde d'absolu. Des explorateurs français et allemands nous emmènent à la découverte du cercle polaire. Verena Mohaupt et Thomas Duperron sont les chevilles ouvrières d'un centre de recherche au Spitzberg. L'Alaska est idéal pour observer les ours polaires. Sibylle Klenzendorf est zoologue. Elle suit à la trace le plus gros prédateur terrestre. Il sillonne les mers au-delà du cercle polaire à bord de son voilier. Arvid Fuchs est explorateur. Il a dirigé plusieurs expéditions au Groenland. L'Islande est le pays de la glace et des volcans. Annette Blischke est géologue. Elle étudie son volcanisme très particulier. Des orques chassent au large des îles Lofoten en Norvège. Heike Fester est océanographe et rêve de déchiffrer leur langage. Notre périple le long du cercle arctique commence au Groenland. Arvid Fuchs appareille pour une expédition qui s'annonce riche d'aventures. Il met le cap sur la côte orientale du Groenland. Destination, le détroit de Scoresby, le plus grand fjord du monde. Son but, étudier les effets du réchauffement climatique sur l'écosystème du détroit. C'est un paysage grandiose, ces immenses glaciers qui se jettent dans la mer. C'est Inland 6. Ici, la nature est intacte et sauvage. À terre, il faut faire attention de ne pas tomber sur un ours polaire affamé. C'est exactement cette authenticité que je recherche dans mes expéditions. La navigation n'est pas aisée dans le détroit de Scoresby. Arvid Fuchs redouble de vigilance. Le front glaciaire de l'Inland 6 se déverse dans la mer. On dit qu'il vèle, autrement dit qu'il rejette d'immenses icebergs. La côte groenlandaise est émaillée de fjords creusés par les glaciers. Les glaciers se déplacent en permanence. Lorsqu'ils arrivent sur la côte, ils perdent de leur masse. Mais ces dernières années, ils fondent toujours plus vite au Groenland. Néanmoins, l'Inland 6 groenlandais couvre encore près de 2 millions de kilomètres carrés. C'est, par sa taille, la deuxième étendue de glace au monde, après l'Antarctique.
Cette calotte polaire est un vestige de la dernière période glaciaire qui a pris fin il y a environ 11 500 ans. Tout récemment, des images radars ont révélé l'existence d'un canyon géant de 800 mètres de profondeur sous les 2000 mètres de glace du Groenland. Il est 2 fois moins profond que le Grand Canyon américain, mais il mesure au moins 300 km de plus. Il recueille probablement les eaux qui s'écoulent sous la calotte glaciaire et les achemine vers l'océan Arctique. L'été, certaines régions arctiques se recouvrent d'un tapis de fleurs qui change complètement leur physionomie. Lupins, épilobes et linégrètes éclosent dans maints endroits. Leur période de floraison est brève, mais intense. Nous poursuivons notre expédition le long du cercle polaire jusqu'en Alaska. Les sommets de Brooks dominent la région. Ils séparent le sud de l'Alaska des plaines infinies du versant nord. C'est le royaume des caribous. Les 320 000 bêtes qui vivent dans la toundra y trouvent une nourriture en abondance. Elles forment la première population de caribous au monde. Des ours bruns élèvent leurs petits dans la chaîne de Brooks. Les élans sont les plus grands cervidés connus. Ils peuvent peser jusqu'à 800 kg. La côte nord de l'Alaska est bordée par la mer de Beaufort et attire des chercheurs du monde entier. C'est là que nous rencontrons Sibylle Klenzendorf, une spécialiste des ours en mission pour le WWF. Elle se rend à Kaktovik, un village inuit de 300 habitants. Les Inuits sont un peuple de chasseurs. Ils se nourrissent de phoques, de baleines et aussi d'ours polaires. À l'automne, des ours attendent l'embâcle sur une langue de terre. Ils appartiennent à l'une des 19 populations d'ours polaires recensées dans le monde. De 30 à 100 individus séjournent régulièrement ici. Les ours blancs sont très difficiles à observer d'ordinaire. Ce groupe est une chance pour les zoologues. Les ours me fascinent depuis toujours. Et l'ours polaire est le plus grand et le plus fort d'entre eux. Il mesure 3 ou 4 mètres. Il possède une force colossale et en même temps, il est très vulnérable au changement climatique. Les ours polaires dépendent de la banquise pour leur survie, car ils se nourrissent principalement de phoques annelés qui vivent sur la glace. Leur odorat est très développé. Ils sont capables de sentir un phoque à travers une couche de glace d'1 mètre d'épaisseur. Pour l'attraper, ils font le guet devant le trou de respiration de leur proie ou se laissent tomber sur la glace pour la casser. Mais leur habitat est en train de fondre littéralement comme neige au soleil. Des études montrent que ces dernières années,
le réchauffement climatique a été 2 fois plus important dans l'Arctique que partout ailleurs. Les conséquences sont désastreuses pour l'ours polaire, car il est incapable de survivre sans la banquise. Sibylle Klenzendorf et sa collègue américaine Karin Rode vont observer les ours polaires de Kaktovik. L'été est une saison difficile pour les ours. Sur la terre ferme, ils ne trouvent pas grand-chose à se mettre sous la dent. Aussi attendent-ils avec impatience que la banquise se reforme. On ne sait presque rien sur la majorité des populations d'ours blancs recensées, car elles sont très difficiles à approcher. Les ours qui vivent au sud de la mer de Beaufort sont l'exception. Même si seul un petit groupe d'entre eux peut être observé à Kaktovik, c'est suffisant pour tirer des conclusions sur la santé et la vitalité de toute la population. Or, ces conclusions sont alarmantes. La population est passée de quelques 1500 individus à seulement 900 au cours des dernières années. Et l'évolution est la même pour toutes les populations d'ours polaires. On estime qu'en 2050, il y aura environ 2 tiers d'ours en moins qu'aujourd'hui. Actuellement, ils sont de 20 à 25 000 et leur nombre pourrait chuter à 5 000. Mais on sait aussi qu'il restera des zones de banquise dans le Haut-Arctique, au Groenland et au Canada. Les ours pourraient y survivre si on se décide enfin à agir pour limiter le changement climatique. L'ours polaire s'est adapté à des conditions de vie extrêmes. Saura-t-il s'adapter à de nouvelles conditions climatiques ? Comme les ours, les Inuits ont su s'adapter au milieu hostile du Grand Nord américain qu'ils peuplent depuis des millénaires. Ils trouvent tout ce dont ils ont besoin dans cette nature rude. Ils chassent le renne, la baleine et le phoque pour leur viande et leur peau. Leurs ancêtres sont venus à pied d'Asie il y a 21 000 ans. Ils ont franchi la Béringie, le pont terrestre qui reliait alors l'Asie et l'Amérique du Nord. La Béringie a été submergée il y a 10 000 ans environ, et seules 2 petites îles sont restées émergées. Nous quittons l'Alaska et longeons le cercle polaire en direction de l'Europe. Destination, l'Islande. C'est la principale île volcanique du monde. Elle a une superficie de 100 000 km², soit 1/5 de la France métropolitaine. Une grande partie du pays est totalement inhabitée. On y dénombre quelques 130 volcans, dont une trentaine en activité. Le volcanisme islandais est intense, comme le montrent les innombrables sources chaudes qui parsèment le paysage. Des fumerolles riches en sulfure d'hydrogène s'échappent en de multiples endroits. Ailleurs, des geysers projettent de l'eau chaude issue des entrailles de la Terre. On trouve également en Islande de nombreuses chutes d'eau. Le Gullfoss, littéralement la chute d'or, transporte 109 mètres cubes d'eau par seconde. Il est alimenté par l'eau qui s'écoule sans arrêt des glaciers. Sur les îlots rocheux le long de la côte nichent des millions d'oiseaux. Les colonies de Foutbassan rassemblent plusieurs milliers d'individus. L'Islande compte la plus importante population au monde de macareux moines.
L'été, 3 à 4 millions de couples envahissent les falaises avec leurs petits. Cette île singulière a été découverte vers l'an 870 par un viking nommé Gardar Svavarsson. Au cours des siècles suivants, des Norvégiens et des Celtes s'y sont installés et ont appris à tirer profit de ces étonnantes richesses. Aujourd'hui, la géothermie est utilisée en Islande comme source d'énergie. Annette Blischke est géologue. Elle fait de la prospection géothermique. L'Islande compte 20 champs hyperthermiques où la température du sol avoisine les 100 degrés. De la vapeur s'échappe aux endroits où l'eau froide des nappes phréatiques remonte à la surface en traversant la roche brûlante. L'Islande est un endroit rêvé pour moi, parce qu'ici on vit la géologie en direct. Nous sommes au cœur de l'un des grands systèmes volcaniques, la dorsale médio-atlantique. Et ça se voit même sur le sol, parce que la chaleur qui monte modifie la surface de la Terre. C'est cette énergie visible à l'œil nu qu'on veut exploiter. La chaleur qui existe sous les pieds des Islandais est une richesse extraordinaire. Elle fournit plus de 60% de l'énergie qu'ils consomment pour un coût modique, sans nuire à l'environnement. L'Islande est championne du monde dans le domaine des énergies renouvelables. À certains endroits, il arrive même qu'on chauffe les trottoirs en hiver. Les Islandais profitent aussi des bienfaits des eaux thermales. Le lagon bleu, dans le sud-ouest du pays, est réputé pour ses vertus curatives. Il doit sa couleur à des algues. Mais le volcanisme représente aussi une menace permanente. L'Islande est une des régions du monde où l'activité sismique est très forte. Sur la péninsule de Reykjavik notamment, on peut enregistrer des centaines de microséismes par nuit. Les sismologues surveillent la zone 24 heures sur 24. Les séismes restent imprévisibles, mais ils indiquent souvent une éruption volcanique imminente. Nous exploitons un réseau très dense de stations GPS et de stations sismologiques sur toute l'Islande. Ce réseau nous permet, sur la base des mesures sismiques, de localiser assez précisément l'activité à l'instant T. Et d'autre part, sur la base des déformations mesurées par GPS, de calculer le volume d'un magma ascendant, par exemple pour lancer une alerte si besoin. La frontière entre les plaques continentales nord-américaines et eurasiennes passe pile sous l'Islande. L'activité tectonique est particulièrement spectaculaire à la faille de Silfra, une fosse remplie d'eau issue d'un glacier. Les parois de la faille s'écartent de 7 mm par an. L'Islande est un domaine émergé de la dorsale médio-atlantique. Cette vaste chaîne de montagnes sous-marines s'élève à la limite des plaques lithosphériques. Elle parcourt tout l'océan Atlantique sur 20 000 km de long. Nous repartons sur le cercle polaire, au Groenland. Le pays vert porte bien son nom en été. Mais la belle saison ne dure guère. Les bœufs musqués ont un peu de temps pour se constituer des réserves de graisse et se mesurer entre eux. Les narvals vivent près de la banquise. Leur défense leur sert à mesurer la température et la teneur en sel de l'eau. Durant les mois d'été, les baleines à bosse sillonnent les eaux groenlandaises en quête de nourriture. Arvid Fuchs et son équipage sont arrivés dans le détroit de Scoresby, sur la côte orientale du Groenland.
Les immenses glaciers groenlandais vêlent d'énormes blocs de glace qui s'effondrent dans la mer. Le taux de vélage augmente avec le réchauffement climatique et l'inland sea recule. Les icebergs qui dérivent sur la mer sont des blocs d'eau douce qui se sont détachés des glaciers. Les icebergs ne sont pas fiables. Ils ont l'air massifs et stables, mais en réalité, ils sont très fragiles. Ils peuvent se briser à tout instant, parfois sous l'eau, puisque seul 1/8 de la masse totale émerge. Quand l'un de ces colosses se retourne, ça fait d'énormes vagues, ou alors des pans entiers de glace se détachent. Les icebergs sont moins stables qu'ils n'en ont l'air. C'est même dangereux de s'en approcher. Arvid Fuchs manœuvre avec une extrême prudence dans le fjord. L'équipage garde toujours un œil sur ces icebergs, hauts comme des maisons. Arvid Fuchs a une confiance totale dans son voilier, un Kotre à l'épreuve de la glace et des tempêtes, qu'il a transformé pour ses expéditions arctiques. La côte orientale du Groenland reste l'une des régions arctiques les moins explorées, parce qu'elle est difficile d'accès. Je suis venu pour la première fois en 1983, mais on était vraiment les seuls à l'époque, à cause de la large ceinture de glace qui bordait la côte et en barrait l'accès. La fonte de la banquise ouvre des voies qui n'existaient pas jusqu'alors. Les nombreux explorateurs qui ont cherché le passage du Nord-Ouest durant 4 siècles en auraient rêvé. L'une de ces expéditions est tristement célèbre. Elle part d'Angleterre le 19 mai 1845 avec 2 vaisseaux militaires, plus de 100 hommes d'équipage et des vivres pour 3 ans. Elle est dirigée par John Franklin, un homme réputé pour sa ténacité, à qui l'amirauté britannique a confié la mission de rechercher le passage du Nord-Ouest. Hélas, les 2 navires de l'expédition Franklin resteront immobilisés dans la glace et disparaîtront corps et biens. Le Norvégien Roald Amundsen est le premier à franchir le passage du Nord-Ouest. Parti en 1903, il met 3 ans à atteindre Nome en Alaska. Il accomplit son exploit avec un équipage réduit à 6 hommes à bord d'un Kotre baptisé le Yøa. La route qu'il découvre dans l'océan Arctique, entre l'Europe et les trésors de l'Asie, beaucoup de navigateurs l'ont vainement cherché avant lui. Elle serpente à travers la myriade d'îles qui bordent la côte canadienne. En 1993, Arvid Fuchs sera le 3e navigateur à franchir le fameux passage en une saison. Le premier a été le Canadien Henry Larsen. Appuie plus fort. Va chercher les autres gaffes. Chacun en prend une. Arvid Fuchs réussit la traversée grâce à ses qualités de navigateur et à une bonne dose de chance. Il parvient à manœuvrer à travers les chenaux dans lesquels tant de marins ont disparu. Il suit la route empruntée par Amundsen. Après 186 jours, il débouche enfin dans la mer de Bering. La banquise estivale arctique a considérablement diminué au cours des 35 dernières années. Les mesures satellitaires montrent un recul de plus de 50% par rapport à 1980. À l'été 2015, la banquise ne couvrait plus que 3,3 millions de kilomètres carrés. Nous retournons sur le cercle polaire en Alaska, plus précisément à Kaktovik. Les Inuits du village sont autorisés à tuer 3 baleines boréales par an. Ils déposent les restes dans un cimetière de carcasses. L'odeur de la charogne attire l'ours.
Pour eux, c'est une source de nourriture précieuse à l'automne. Une fois les ours partis, Sibylle Klenzendorf et Karin Rode s'approchent des carcasses. Elles viennent relever leurs pièges. Pour prélever des poils d'ours, elles ont imaginé de poser un fil barbelé autour des ossements. Les ours y laissent toujours quelques poils. Ce qui est super, c'est que c'est à 2 km du village. En général, on est obligé de prendre un hélicoptère pour survoler la banquise où les ours sont dispersés. Ici, ils sont tous réunis en un même lieu. C'est très pratique pour nous. Quelques poils suffisent pour effectuer une analyse génétique. Voilà comment le cimetière de carcasses de Kaktovik est devenu un terrain de recherche scientifique. Les chercheurs ont besoin de recueillir et d'analyser le plus possible de données pour connaître l'état des populations d'ours. Les ours polaires sont présents sur 5 territoires. La Russie, l'Alaska, le Canada, le Groenland et le Spitzberg. On dénombre en tout 19 populations. Pour 9 d'entre elles, qui vivent principalement en Sibérie et dans l'est du Groenland, on ne dispose pas encore de données suffisantes. 4 populations sont en grand danger, 5 sont stables et une est même en augmentation. Le Spitzberg abrite probablement l'une des principales colonies d'ours polaires au monde. On estime que 3500 adultes s'y reproduisent régulièrement. Malgré cela, la situation générale des ours polaires reste préoccupante. Les montagnes du Spitzberg culminent à plus de 1700 mètres et sont enneigées toute l'année. Le Spitzberg est la principale île de l'archipel norvégien du Svalbard, qui en compte 400 au total au milieu de l'océan Arctique. 60% de son territoire est recouvert de glaciers. Le climat est tel que la côte est libre de glace pendant 6 semaines à peine l'été. C'est le seul territoire où on rencontre le renne du Spitzberg. Il est nettement plus petit que ses cousins des autres régions arctiques. Le renard polaire suit les ours blancs à la trace pour trouver sa pitance. Il n'a pas peur de s'approcher des groupes d'habitation comme Ny-Ålesund, la localité la plus septentrionale du monde. Le centre de recherche sur l'Arctique de Ny-Ålesund accueille 11 nationalités. Ses domaines d'études sont très variés. Thomas Duperron est ingénieur logisticien. Il est chargé du fonctionnement de la base scientifique. Il coordonne les différents programmes de recherche, apporte un soutien matériel aux chercheurs et assure la maintenance des appareils. Thomas et Verena Mohaupt, sa collègue allemande, partent pour une station de mesure accessible uniquement en motoneige. En avril, le tapis neigeux n'a pas encore fondu à Ny-Ålesund et il peut y avoir encore d'importantes chutes de neige. Ce qui m'a vraiment intéressé, je pense, qui ressort vraiment de cette place, c'est surtout la glace. Ça peut être les glaciers ou les icebergs, les couleurs qui sont sublimes et qui vous transcendent un petit peu. Dans ce climat extrême, aussi exigeant pour les hommes que pour les machines, les instruments de mesure sont très sensibles et demandent un entretien régulier.
Verena Mohaupt et Thomas Duperron feront équipe durant 14 mois, puis ils seront remplacés par roulement. Sans leur intervention, il n'y aurait pas de recherche possible en milieu polaire. Il est important d'aller sur les sites vraiment pour vérifier que tout est en place, bien évidemment, qu'aucun instrument n'est tombé, et aussi de temps en temps pour les maintenir, puisqu'on reçoit directement les données sur les PC ou les laboratoires les reçoivent en direct, et ils peuvent voir des problèmes et nous demander d'aller vérifier si tout fonctionne correctement ou d'aller vraiment cibler un appareil. Pour cette mission dans l'Arctique, il faut des ingénieurs polyvalents, habiles de leurs mains. Les conditions météorologiques sont extrêmes au Spitzberg. La température dépasse rarement les 10 degrés, même l'été. Elle n'était pas meilleure à la mi-août 1912, lorsqu'un navire scientifique allemand a jeté l'ancre devant l'île. À 28 ans seulement, l'explorateur Herbert Schröder-Strantz effectue une mission de reconnaissance avec une quinzaine de scientifiques et d'hommes d'équipage, avant une grande expédition dans l'Arctique. Il est parti de Tromsø, en Norvège, le 5 août. Mais il aurait dû démarrer son voyage polaire bien plus tôt. Il est mal préparé, ses connaissances géographiques sont lacunaires, son équipement insuffisant. Il se retrouve vite bloqué par la banquise et n'y survivra pas. Seuls 7 hommes réchapperont de ce voyage. Tous les autres seront portés disparus au Spitzberg. Cette expédition sera l'un des drames de l'histoire de l'exploration polaire. Réunion matinale à la base scientifique. Thomas Duperron liste les tâches de la journée. Il faut transmettre les consignes de sécurité à des chercheurs qui viennent d'arriver et désigner le responsable du jour pour le ballon-sonde météorologique. L'observatoire atmosphérique est le joyau du centre de recherche de Ny-Ålesund. Ces instruments permettent d'effectuer des mesures dans les couches inférieures de l'atmosphère. Verena Mohaupt lance le ballon qui va relever la température, la vitesse du vent, l'humidité et la pression atmosphérique. Le ballon peut s'élever à 30 km du sol. Les résultats sont communiqués à la base par radio. Ils serviront à élaborer des modèles de prévision météorologique. Qu'est-ce qui a attiré Verena Mohaupt ici? Le goût de l'aventure, certainement. Si on atterrit ici, c'est qu'on a envie de sensations fortes et de lieux reculés qu'on ne pourrait pas visiter autrement et qu'on ne connaît que par ses lectures, par exemple. Quand j'ai vu l'annonce pour ce poste, ce qui m'a intéressé, c'était moins l'endroit que les descriptifs du poste lui-même, l'incroyable diversité des tâches qu'on trouve rarement ailleurs. Les ingénieurs du Spitzberg n'ont pas fini de relever les défis posés par le changement climatique. L'hiver, le spectacle féerique de l'aurore boréale enchante la nuit polaire. Il résulte de phénomènes physiques qui se produisent dans l'atmosphère. Le Dagmar On a avancé dans le détroit de Scoresby et jeté l'ancre.
Arvid Fuchs veut aller à terre. Il se rend sur le glacier Aar, qu'il connaît de ses précédents voyages. Le glacier a beaucoup changé. Il y a 30 ans, il descendait jusqu'à la mer. Aujourd'hui, il a reculé, laissant place à la roche nue. C'est ici qu'Arvid Fuchs est redescendu jusqu'à la côte en 1983, après avoir traversé la calotte glaciaire groenlandaise. À ski et en traîneau à chien, il a parcouru la piste empruntée au début du XXe siècle par le célèbre explorateur allemand Alfred Wegener. Il lui a fallu 70 jours pour traverser l'Inland 6 d'ouest en est, à l'endroit le plus large. Une expédition particulièrement périlleuse. Au prix de 1000 difficultés, il a traversé les montagnes avec tout son matériel avant d'atteindre la côte orientale du Groenland. Aujourd'hui, il est assailli de souvenirs en accostant ici, même si le paysage a changé. Suivre la piste d'un explorateur comme Alfred Wegener et traverser l'Inland 6 sur toute sa largeur, au niveau du 70e parallèle nord, à l'époque, j'ai trouvé ça fabuleux. C'était super. Au début de l'été 1930, Alfred Wegener et son équipe entament leur 4e voyage d'exploration au Groenland. Ils veulent étudier la calotte de glace et le climat. Mais la météo est défavorable. Les températures qui chutent jusqu'à moins 54 degrés sont très éprouvantes pour toute l'équipe. Sur le chemin qui le ramènera vers la côte, le grand explorateur polaire Alfred Wegener succombera à une crise cardiaque. Mais avant cela, l'acheminement du matériel jusqu'au cœur de l'Inland 6 représente un véritable défi logistique. Alfred Wegener utilise une méthode novatrice reposant sur la propagation des ondes sismiques pour connaître l'épaisseur de la glace. Il découvre avec stupéfaction que la calotte groenlandaise mesure 2500 mètres d'épaisseur. Il utilise aussi des ballons météorologiques. Les données qu'il relève alors serviront de valeur de référence jusqu'à nos jours. L'expédition d'Arvid Fuchs a elle aussi un but scientifique. Elle est partie avec différents instruments de mesure. L'équipage relève la température de l'eau tous les jours. C'est très important car on possède encore très peu de données sur cette région. Sous le pont, un appareil analyse en continu la concentration de CO2 et la teneur en sel et en algues de l'eau de mer. L'équipage relève aussi la température de l'air et l'humidité. Les données recueillies serviront à protéger cet écosystème délicat. Les effets du changement climatique sont plus visibles dans l'Arctique que partout ailleurs. La région se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Elle était encore très différente il y a 10 ans. Il y avait une épaisse banquise devant la côte. On n'aurait jamais pu pénétrer aussi facilement dans le fjord qu'aujourd'hui. Depuis que l'Arctique s'ouvre, les appétits s'aiguisent. La région posséderait d'importants gisements d'or, de nickel et de minerais de fer, mais surtout de pétrole et de gaz naturel. Déjà, les États riverains font entendre des revendications. La Russie, les États-Unis, le Canada, le Danemark et la Norvège se disputent notamment la dorsale océanique Lomonosov, chaque nation prétendant qu'elle est située sur son territoire. Les multinationales dépensent des sommes astronomiques pour mettre la main sur ces trésors. Elles envoient des brise-glaces dans les régions les plus reculées de l'Arctique pour faire de la prospection.
Elles ont déjà construit d'importantes installations pétrolières dans l'océan Arctique. C'était l'un des derniers grands espaces naturels préservés, menacé aujourd'hui par le pillage de ses ressources. Les plateformes pétrolières sont implantées dans une zone où vivent des espèces animales remarquables. Les eaux poissonneuses de l'océan Arctique attirent les carnassiers. Le requin du Groenland est une espèce rare peu connue. Les belugas restent généralement près de la banquise. Ils ne s'aventurent au large qu'à l'occasion de leur grande migration. Les morses vivent en colonies, pouvant compter jusqu'à 50 000 individus. Tous les hivers, ils offrent le même spectacle sur les côtes de l'Alaska. L'été est venu et nous quittons la mer de Bering en direction des îles Lofoten. Cet archipel, rattaché à la Norvège, compte 80 îles de diverses tailles. Ces pics de granit sont très anciens. Montagnes désolées et fjords encaissés, les Lofoten offrent des paysages contrastés. Leurs habitants vivent traditionnellement de la pêche. Les eaux très poissonneuses de l'archipel sont peuplées de mammifères marins. Le globicéphale est typique de la zone. Il ingurgite 50 kg de nourriture par jour. Mais ce n'est rien comparé au cachalot, qui peut engloutir 1,5 tonne par jour. Les orques restent généralement près des côtes. Heike Fester les suit de près. Elle connaît leur terrain de chasse dans le Vestfjord, le bras de mer qui sépare les Lofoten du continent. L'océanographe est toujours très ému lorsque les orques surgissent brusquement sous ses yeux. Pour les localiser, elle utilise un microphone sous-marin. L'hydrophone peut capter des sons produits dans un rayon de 60 km. Aujourd'hui, les orques sont tout près et le son est d'excellente qualité. Les orques vivent en société organisée. La cellule sociale la plus petite est un groupe dirigé par une femelle expérimentée. Chaque lignée matriarcale a ses propres techniques de chasse et ses propres vocalises qu'elle enseigne aux petits. Par exemple, certains clics servent à semer la panique dans les bancs de poissons. Ich möchte durch diese Forschung nicht nur die Tiere kennenlernen und erforschen, Le but de mon travail est d'étudier ces animaux et leurs comportements qu'on connaît mal, afin de les protéger et de préserver la diversité des espèces qui peuplent la planète. Voilà ma motivation, voilà ma vie. Heike a observé que les orques produisaient différentes vocalises selon l'activité à laquelle elles se livraient. Heike note la situation, le contexte de chaque enregistrement
de manière à pouvoir rapprocher les sons de tel ou tel comportement. Elle photographie également les orques pour repérer celles qui viennent régulièrement dans le Westfjord. Elle les identifie à leur nageoire dorsale. Elle a déjà recensé 700 individus dans les eaux des Lofoten. Le village de pêcheurs de Henningsvær sert de camp de base à Heike. La biologiste passe parfois 10 heures en mer. Une fois rentrée à terre, elle analyse minutieusement les données qu'elle a recueillies. C'est une tâche laborieuse. Pour analyser le langage des orques, il faut d'abord qu'elle nettoie les enregistrements des bruits parasites. Ensuite, elle compare les milliers de séquences qu'elle a enregistrées et recherche d'éventuels schémas. C'est vraiment une langue. Les orques communiquent comme les humains. Elles échangent des sons en permanence quand elles sont en groupe. C'est leur manière de garder le contact. C'est plus important pour elles que le contact visuel, par exemple. C'est passionnant. J'adore ce que je fais. Ça titille ma curiosité. Je suis une auditrice. J'ai l'occasion de découvrir des sons que personne n'a jamais entendus et n'entendra plus jamais, sans doute, car chaque situation est unique. Heike écoute parler les orques depuis 12 ans déjà, et elle ne s'en lasse pas. C'est devenu une véritable passion pour elle. Nous repartons vers l'ouest, en Islande. L'activité tectonique à la frontière des deux plaques continentales attire Annette Blischke. La géologue allemande traverse aujourd'hui la région du célèbre volcan Eyjafjöll, dans le sud de l'Islande, en compagnie de collègues. Ce volcan est recouvert par un glacier de 80 km². Le glacier est ourlé d'une couche de cendres d'1 mètre d'épaisseur, vestige de la dernière éruption qui a débuté le 20 mars 2010. Le panache de cendres volcaniques s'est élevé à 7000 mètres d'altitude, bloquant ainsi tout l'espace aérien européen. 100 000 vols ont été annulés. Sous la chaleur de la lave qui excédait 1000 degrés, de larges pans du glacier ont fondu. L'eau a fait déborder un lac glaciaire avant de déferler sur la côte. Ce lac glaciaire est maintenant enseveli sous une épaisse couche de cendres. La roche et la lave projetées lors de l'éruption fournissent aujourd'hui de précieuses informations sur la composition de la croûte terrestre. Cette nature nous offre un spectacle incroyable. On sait que c'est au moment des éruptions volcaniques et de l'ouverture de la Terre que la croûte terrestre se forme. On observe ici des phénomènes absolument uniques. L'interaction entre le glacier et le volcanisme, la géologie structurale en action, la formation de la croûte terrestre. Et ces phénomènes ne s'arrêteront jamais en Islande. Long de 480 km, le détroit du Danemark sépare l'Islande du Groenland. Il a l'air calme vu d'en haut. Mais sous la mer, à la lisière entre l'Islande et le Groenland, le plancher océanique s'effondre brutalement, passant de 600 à 4000 mètres de profondeur. Et l'eau se précipite à la vitesse de 3 millions de mètres cubes à la seconde. C'est la chute d'eau la plus haute du monde. Le Salto Ángel, au Venezuela, est la plus grande cascade terrestre. Elle mesure 979 mètres de haut. Les chutes Victoria seulement 120 mètres et les chutes du Rhin en Suisse tout juste 23 mètres.
Dans le détroit de Scoresby, au Groenland, le Dagmar On a passé la nuit au mouillage. L'équipage s'apprête à lever l'ancre pour rentrer. Lors de sa dernière expédition ici, à l'été 2011, la banquise empêchait encore Arvid Fuchs d'atteindre directement la côte. Aujourd'hui, elle a totalement disparu. L'explorateur allemand tire la sonnette d'alarme. L'Arctique est un paradis menacé. Le changement climatique éveille des convoitises. On veut accéder aux gisements de gaz naturel et de pétrole. Des mesures concrètes sont prises en ce sens. Cela me semble inquiétant. Pour certains, le changement climatique est une chance à saisir pour exploiter les ressources géologiques. Ils ne voient pas que c'est avant tout une menace. Nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Le cercle polaire de notre planète délimite une région d'une beauté incomparable. Des hommes et des femmes sont déterminés à se battre pour préserver ce territoire singulier. Sibylle Klenzendorf continuera de suivre à la trace l'ours polaire. Annette Blischke poursuit son étude du volcanisme arctique. Arvid Fuchs prépare déjà sa prochaine expédition dans le Grand Nord. Heike Fester compte bien déchiffrer le langage des orques. Quant à Thomas Duperron et Verena Mohaupt, ils ont attrapé le virus de la recherche polaire et reviendront sûrement dans l'Arctique.